Le 8 mars 2014, quelque part au-dessus de la mer de Chine, le MH370 de la Malaysia Airlines, avec 239 personnes à bord, disparaît des écrans radars. Ce jour-là commence le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation mondiale. 5 ans plus tard, malgré la mobilisation de centaines d'experts du monde entier, l'avion n'a pas été retrouvé. Et cette incroyable énigme n'est à ce jour toujours pas résolue. La Malaysia Airlines a remis son rapport officiel d'enquête en juillet 2018. Ce rapport, très controversé, conclut à un détournement du MH370, alors même qu'il n'y a pas eu à ce jour la moindre revendication. Pourtant, 5 ans après la disparition de l'avion, de nouvelles hypothèses apparaissent. Y aurait-il eu des marchandises dangereuses dans les soutes de l'avion? Des passagers suspects à l'embarquement? Une bavure militaire en mer de Chine pourrait-elle être à l'origine de la disparition de l'avion? Et que penser de ce drôle d'aventurier qui trouve miraculeusement des débris du MH370 dès qu'une équipe de télévision est avec lui? Dans ce drame, tout pose question. Jusqu'à cette partie de l'aile du Boeing 777, un flaperon retrouvé il y a 3 ans sur l'île de la Réunion, mais dont certains experts remettent en cause l'identification. Pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, nous avons mené une contre-enquête. Nous avons rencontré Guylain Vatrolos, qui a perdu sa femme et 2 de ses enfants dans ce drame. Son avocate, maître Marie Dosé. Jean-Paul Troadec, ancien responsable du bureau d'enquête de l'aviation civile française, qui a travaillé sur des dizaines de crashs aériens. Florence de Changy, journaliste, qui a beaucoup enquêté sur la disparition du MH370. Fabrice Pelosi, conseiller en gestion de crise, et enfin les spécialistes du groupe Captio qui ont émis une nouvelle hypothèse sur le lieu de disparition de l'avion. 5 ans après la disparition du MH370, l'absence de réponse accentue chaque jour un peu plus l'immense chagrin des familles. Résultat, elles ont perdu toute confiance et remettent en question l'ensemble de l'enquête. Cette incroyable énigme ne cacherait-elle pas le plus grand mensonge de l'histoire de l'aviation mondiale? C'est beaucoup plus grave que ça. L'avion, on sait où il est. Commençons notre enquête en reprenant la chronologie validée par le rapport officiel. Le 8 mars 2014, à minuit 42, le MH370 décolle de la capitale malaisienne Kuala Lumpur pour Pékin. Le vol doit durer 6h30. Avec 49 tonnes de kérosène, l'appareil a une autonomie de 7h30, soit 1 heure de plus que le temps de vol prévu. À l'embarquement, on compte 12 membres d'équipage et 227 passagers de 14 nationalités différentes. 4 Français sont à bord. Le début du vol se déroule sans problème. Le MH370 atteint normalement son altitude de croisière à 10 000 mètres. À 1h07, soit 26 minutes après le décollage, l'appareil passe au-dessus du point de navigation Igari, un des points de passage prévus par son plan de vol. 12 minutes plus tard, toujours rien à signaler. L'appareil quitte l'espace aérien de la Malaisie et s'apprête à passer sous le contrôle d'Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Selon la procédure habituelle, un échange radio met fin à la communication avec la Malaisie. C'est le dernier message audible envoyé par le MH370. L'avion ne prendra jamais contact avec les contrôleurs vietnamiens. Autre fait étonnant, 1 minute après le dernier message, tous les moyens d'identification et de communication de l'avion s'interrompent. Le MH370 devient alors un avion fantôme. Dans un premier temps, le contrôleur vietnamien ne s'inquiète pas du silence de l'avion. Ce n'est qu'au bout de 20 minutes qu'il prévient ses collègues malaisiens. À 6h30, heure prévue de l'atterrissage de l'avion à Pékin, le MH370 n'est toujours pas annoncé à l'aéroport. Malgré le manque d'informations, les familles comprennent que quelque chose d'anormal s'est passé. Ce n'est qu'1 heure plus tard que les autorités malaisiennes annoncent officiellement la disparition de l'avion. Malaysia Airlines confirmed that this flight MH370 lost contact with Subang Air Traffic Control at
2:40 a.m. Pour les familles des passagers, c'est le choc. Un à un, les proches des passagers du vol MH370 affluent vers les zones aménagées pour eux dans l'aéroport de Pékin. Une attente insupportable. Mon fils a seulement 40 ans. Comment est-ce possible de le remplacer? Après cette première annonce dramatique, commence pour les familles des victimes un véritable cauchemar. Les informations et les contre-informations s'enchaînent. Les recherches en mer de Chine ne donnent rien. Les communicants de la Malaysia Airlines cumulent les erreurs. Jusqu'à cette information incroyable. Après l'interruption de son système de communication, le MH370 aurait été repéré par des radars militaires alors qu'il faisait un demi-tour. Suite à ce demi-tour, l'avion serait repassé au-dessus de la Malaisie, puis se serait engouffré dans le détroit de Malacca. C'est là que se seraient arrêtées les traces des radars militaires malaisiens. Ce sont alors les satellites d'une société anglaise, Inmarsat, qui auraient tracé la suite de la trajectoire du MH370. L'avion aurait poursuivi son vol pour aller se perdre dans l'océan Indien, au milieu de nulle part. À la suite de ces nouvelles informations, les recherches sont abandonnées en mer de Chine pour se concentrer sur l'océan Indien. Mais la zone de recherche est immense. Malgré des moyens considérables mis en œuvre, les investigations resteront vaines. Aujourd'hui, 5 ans après le début de ces recherches et après avoir dépensé quelques 130 millions d'euros, aucune trace du MH370 n'a été retrouvée au fond de l'océan Indien. Mais que s'est-il passé le 8 mars 2014 vers 1h20 du matin, à 10 000 mètres d'altitude? Pour les experts en aéronautique, il n'y a que 3 hypothèses. La première, un incendie à bord. Plusieurs avions ont déjà été victimes d'une telle catastrophe. Mais selon les spécialistes, si un feu se déclare dans l'appareil, il ne peut pas voler plus de quelques dizaines de minutes. Dans le cas du MH370, l'hypothèse n'est pas valide puisque d'après les données de la société Inmarsat, l'avion a été sous contrôle, c'est-à-dire piloté, encore pendant 7 heures après la coupure des communications. Seconde possibilité, un détournement. C'est l'hypothèse retenue par l'enquête officielle. La trajectoire de l'appareil s'expliquerait alors par le fait que celui-ci ait été sous contrôle pour effectuer son demi-tour et s'engager ensuite dans le détroit de Malacca. Malgré l'absence de revendication, l'enquête conclut au détournement. Du coup, l'hypothèse pose question. Comment accréditer l'idée du détournement du MH370 alors que personne n'en a jamais réclamé la paternité? Troisième et dernière possibilité, le suicide du commandant de bord ou de son copilote. Les enquêteurs ont fouillé chaque détail de leur vie privée. Alors, que s'est-il réellement passé? Et si aucune de ces pistes n'était la bonne? Et si toute cette histoire n'avait pour but que de camoufler une série d'erreurs? Et si le mystère le plus incroyable de l'histoire de l'aéronautique n'était en fait qu'un immense mensonge? Pour tenter de comprendre l'incompréhensible, il nous fallait mener une véritable contre-enquête. Bon, globalement, dans cet avion, tout ce qu'on tire est bizarre. Toute ficelle qu'on tire, on trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. We are looking at every angle. We are looking at every aspect. D'abord, les passagers. Rappelons que les 12 membres d'équipage ont accueilli 227 passagers de 14 nationalités différentes, dont une majorité de Chinois. 4 Français sont également à bord. Les enquêteurs vont donc devoir étudier le profil de 239 personnes. Florence de Changy est journaliste au Monde, envoyée permanente en Asie. Elle a suivi l'histoire du MH370 depuis le début. Elle s'est livrée à une contre-enquête approfondie. Très vite, Florence de Changy s'est également intéressée aux passagers. Il y a quand même parmi les profils quelques passagers dont on peut se demander ce qu'ils faisaient là. The investigation team is now, as we speak, is going through all the records, going through all the videos footage. Un commando aurait-il pu détourner l'avion? Pour le savoir, la liste des passagers avec leur numéro de passeport est remise à Interpol. Les passagers, on a commencé par nous dire tout de suite
il y a 2 Iraniens qui ont des faux passeports. Dans le contexte international de l'époque, 2 Iraniens voyageant avec de faux passeports à bord d'un avion qui a disparu, ça ne pouvait évidemment pas passer inaperçu. D'autant plus que 3 jours après la disparition de l'avion, les Malaisiens présentent en conférence de presse des photos un peu étonnantes des 2 Iraniens. Le problème, c'est que quand la Malaisie distribue les photos, ils font un espèce de montage complètement raté de photocopies, ce qui fait qu'en fait, les 2 hommes se retrouvent avec le même pantalon. Et là, c'est très facile de dire qu'est-ce que c'est que ce montage, et ça éveille des soupçons. La Malaysia Airlines est sous pression. Et pour Fabrice Pelosi, spécialiste en gestion de crise, dès le début, la situation a été mal gérée. Il y a plein d'informations qui vont être diffusées, qui sont soit non vérifiées, soit des rumeurs, et surtout qui vont donner lieu à des interprétations. Ça, c'est tout ce qu'on veut éviter en situation de communication de crise. On veut uniquement des informations vérifiées et des faits. Malgré ces éléments troublants, Interpol va dès le lendemain tirer les choses au clair. J'ai trouvé surtout que les 24 heures étaient un temps extrêmement court pour nous dire qu'il n'y a pas de problème avec les Iraniens. Selon l'enquête d'Interpol, les 2 Iraniens ne seraient que de simples citoyens qui voulaient s'installer en Europe. Pour brouiller les pistes, ils auraient choisi un vol Kuala Lumpur-Pékin, et de là, ils devaient prendre un autre avion pour l'Allemagne. L'avocate de Ghislain Watrolo s'intéresse particulièrement à cette question. On sait que c'était un canal d'immigration clandestine, c'est vrai, et qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir essayé de rejoindre d'autres pays via la Chine. Enfin, je trouve ça quand même assez bizarre de passer par Pékin pour aller en Allemagne. Passer par un pays aussi surveillé que la Chine, quand on veut passer inaperçu avec un faux passeport, c'est effectivement une idée surprenante. D'autre part, si les Iraniens ont passé les contrôles avec de faux passeports, ça pose question sur les conditions de sécurité de l'aéroport. Par ailleurs, en ce qui concerne les passagers, un homme en particulier pose également question. Alors, il y a effectivement aussi un passager qui est un spécialiste d'aéronautique. On nous avait dit au départ, personne ne connaît le monde de l'aviation dans cet avion. Et pourtant, l'occupant du siège 29A, Mohamed Kaheroul, est ingénieur de vol. Il travaille pour des sociétés privées spécialisées dans les jets d'affaires. Et le siège qu'occupe Mohamed Kaheroul est situé juste sous le système de communication par satellite de l'avion. Les Français se sont inquiétés de cette coïncidence, semble-t-il, entre le fait qu'il soit le seul ingénieur qualifié et qu'il soit à cet endroit de l'avion. Or, sa connaissance des différents systèmes électroniques dans un avion aurait pu lui donner les clés nécessaires pour en prendre le contrôle. Je suis persuadé qu'en tout cas, en ce qui concerne contrôler un avion à distance, en 2014, c'était possible et que les Américains avaient la technologie. En ce sens que moi, j'ai retrouvé les brevets, qui sont des brevets Honeywell-Boeing, qui disent qu'on peut prendre possession d'un avion à distance. Quoi qu'il en soit, en 2015, c'était possible sans aucun brevet de Boeing. Car Chris Roberts, un hacker américain, s'est vanté sur les réseaux sociaux d'avoir piraté en plein vol l'appareil dans lequel il se trouvait. Il aurait fait cela en se connectant au réseau informatique de l'appareil via l'écran situé devant les passagers. Le hacker aurait réussi à modifier la puissance des moteurs, et ce malgré le pilotage automatique de l'appareil. Le FBI, qui a vu passer le message de Chris Roberts sur les réseaux sociaux, l'a rapidement arrêté à sa descente de l'avion. Un interrogatoire a eu lieu, mais il n'a pas été poursuivi. Si Chris Roberts a pu réussir ce coup, Mohamed Kaheroul, depuis son siège 29A, aurait-il pu le faire également? Faisait-il partie d'un commando chargé de détourner l'appareil? La justice française enquête sur Mohamed Kaheroul. Mais le rapport final de la Malaisie conclut qu'aucun des passagers ne serait responsable du détournement. Alors, qui aurait détourné le MH370? Les pilotes? The Malaysian authorities have refocused their investigation into the crew. Les pilotes et copilotes, on en a beaucoup parlé.
Il est évident que très longtemps, les enquêteurs ont voulu charger le pilote. On me l'a confirmé de l'intérieur, disons, que quand il y a un crash d'avion, on essaye tout de suite de trouver le plus de défauts possible aux pilotes et aux copilotes. Les pilotes ne pouvant évidemment pas se défendre, ils peuvent faire office de coupable idéal pour la compagnie aérienne et le constructeur de l'avion. Leur culpabilité mettant un point final à l'enquête. Le pilote, c'est le nerf de la guerre dans un avion, évidemment. Donc moi, je me suis tout de suite dit qu'il fallait avoir une idée la plus claire possible sur cette personnalité. Étudions donc le profil des pilotes. Le copilote d'abord. Farid Abdulhamid a 27 ans. Il devait se marier prochainement avec une jeune femme, elle aussi pilote. Il a une vie privée heureuse, rien à voir avec le profil d'un terroriste ou d'un homme qui veut se suicider. Examinons maintenant le profil du commandant de bord. Zahari Ahmad Shah a 53 ans. Il est marié et père de 2 enfants. C'est un pilote expérimenté. Il est même devenu instructeur pour la Malaysia Airlines. Un passionné qui possède chez lui un simulateur de vol. Sa vie privée est passée au crible à la recherche de la moindre faille psychologique. La presse va jusqu'à mettre en cause les relations politiques du pilote. Le commandant de bord est en effet un proche du chef de l'opposition Anwar Ibrahim qui va prendre publiquement sa défense. I know him as a person very passionate about justice, and I think it is grossly unfair. Les différentes enquêtes menées sur le pilote n'aboutissent à rien, si ce n'est à semer la confusion. C'était un type exceptionnel, professionnellement, très fort mentalement, et comme m'a dit un de ses amis, l'homme que vous voudriez aux commandes si une catastrophe aérienne devait avoir lieu. Pourtant, les enquêteurs vont vouloir en savoir plus. Les autorités vont donc perquisitionner le domicile du pilote et saisir son simulateur de vol. Ce que nous savons pour le moment sur ce simulateur de vol, c'est que des données ont été effacées le 3 février dernier. Ces données auraient-elles pu servir à préparer un détournement à des fins politiques? Quoi qu'il en soit, même si ce sont les Malaisiens qui ont effectué la saisie, c'est le FBI qui repart avec les données du simulateur. Pourquoi le FBI? Je sais pas. Bon, pourquoi ils sont sur place si rapidement? Pourquoi ils récupèrent le simulateur de vol du pilote? Et c'est eux qui l'analysent. Ce qu'on sait, mais sans l'avoir jamais compris, c'est pourquoi est-ce qu'alors même que cet avion n'est pas officiellement disparu, le FBI perquisitionne le domicile des 2 pilotes. Effectivement, cette perquisition a eu lieu 24 heures après la disparition de l'appareil. À noter la rapidité inhabituelle de la justice américaine pour mettre en place cette procédure dans un pays étranger. Donc il y a une procédure judiciaire, donc il y a une enquête. Et c'est pas seulement du renseignement. Il y a nécessairement un caractère officiel qui a été donné à cette enquête. Mais en réalité, on n'en a pas trace, nous, dans notre dossier. Sans tomber dans le complotisme, comment expliquer que le FBI s'immisce ainsi dans une enquête concernant la Malaisie? Qu'est-ce que le FBI a caché? J'en sais rien. Moi, je suis pas dans la justice fiction. Hein. Ce que je constate juste, c'est que jamais on nous a expliqué cette intervention du FBI. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. 5 ans après les faits, malgré les demandes réitérées de la justice française, le FBI refuse toujours de collaborer. Que se cache-t-il derrière ce silence? À ce jour, c'est encore une question sans réponse. Continuons à analyser le rapport officiel. Dans un avion, en dehors des passagers et de leurs bagages, on transporte également dans les soutes des marchandises de toutes sortes. C'est le fret, que l'on appelle aussi le cargo. Qu'en est-il donc du fret embarqué à bord du MH370? Selon les enquêteurs, rien de particulier à signaler. Et pourtant, à y regarder de plus près, ce n'est pas si simple. Il y a à peu près 10 tonnes de cargo dans cet avion. Les soutes ne sont pas pleines, mais presque. Il y avait notamment 2,4 tonnes de chargement pour le fabricant d'électronique Motorola. We carry some lithium-ion small batteries.
C'est la dangerosité des batteries au lithium qui pourrait poser problème. La question a été posée à la Malaysia Airlines. It's not dangerous good to say, but in terms of they're not declared as dangerous good under ICAO. Pas dangereuse? Il a été pourtant prouvé qu'en cas de choc violent, ces batteries peuvent exploser et prendre feu en quelques secondes. Plusieurs accidents ont été causés par ce type de problème. Le plus spectaculaire a eu lieu au sol sur un appareil de la compagnie DHL. Imaginons l'ampleur de la catastrophe si ces batteries avaient pris feu pendant le vol du MH370. Cela pourrait-il être la raison de la disparition de l'avion? À côté de ce problème de sécurité, c'est la description même du chargement qui est un peu étrange. Pour plusieurs tonnes de matériel électronique, la description est très légère. Parce que si on compare ça à d'autres éléments du cargo, par exemple des livres d'enfants, alors là, les livres d'enfants, on a le titre de chaque ouvrage, le nombre de pages et le prix à l'unité. Malgré ces éléments troublants, selon le rapport officiel, le fret n'est pas en cause. Airlines do this all the time. It's not just Malaysia Airlines. Pour l'enquête officielle, a priori, ce ne sont donc ni les passagers, ni les pilotes, ni le fret qui sont en cause dans la disparition de l'appareil. À noter que le rapport a été rédigé à partir de l'enquête menée par la Malaysia Airlines, cette compagnie appartenant en totalité à l'État malaisien. On peut s'interroger sur son objectivité. Reprenons. Avant le décollage de l'avion, rien à signaler. Il est minuit 42 quand le MH370 décolle de la piste de Kuala Lumpur. Apparemment, aucun problème si l'on se fie aux enregistrements des conversations des pilotes avec la tour, puis avec le centre de contrôle en route qui gère le voyage. Malaysian 370. Malaysian 370, Lampu radar, good morning. Le vol se déroule normalement pendant 40 minutes jusqu'à ce que l'appareil ait atteint son altitude de croisière à 10 000 mètres. À 1h19, le dernier échange entre l'avion et le sol laisse entendre le fameux. Selon le rapport officiel, il est 1h22 quand les différents systèmes de communication de l'appareil s'interrompent brusquement. Même le SATCOM, qui permet la communication par satellite, s'éteint. À ce moment-là, le MH370 devient totalement muet. Seuls des radars pourraient le détecter. Cette coupure des communications se produit à un moment très précis qui ne semble pas être choisi au hasard, entre la zone des contrôleurs malaisiens et celle des Vietnamiens. Certains le mettent sur le dos de la coïncidence et les autres pensent que c'est tout sauf anodin, effectivement. Jean-Paul Troadec, ancien responsable du bureau d'enquête et d'analyse de l'aviation civile française, connaît bien ce genre de situation. Il a dirigé des dizaines d'enquêtes, notamment celle sur le crash du Concorde et du Rio-Paris. Le meilleur moment pour couper une communication, c'est au moment du transfert entre deux centres de contrôle. Ainsi, le MH370 quitte bien la zone malaisienne, mais il n'entrera jamais en contact avec les Vietnamiens. Et il faudra 20 longues minutes pour que les contrôleurs vietnamiens s'inquiètent et demandent à leurs collègues malaisiens des nouvelles de l'avion. Mais pour Jean-Marc Garot, spécialiste du contrôle aérien, il y aurait une explication. C'est le contrôleur de Kuala Lumpur qui dit au pilote « Appelez mon collègue vietnamien, il va vous s'occuper de vous, etc. » Et le contrôleur de Kuala Lumpur, une fois qu'il a dit ça, il ôte cet avion de sa mémoire opérationnelle. Il va s'occuper d'autre chose, et il a d'autres avions. Donc cet avion n'existe plus. Le contrôleur vietnamien, lui, c'est le symétrique. Il sait qu'il va avoir un avion, mais sa mémoire opérationnelle ne sera déclenchée que quand le pilote va l'appeler. Alors, il s'est passé 20 minutes. On peut trouver que c'est extravagant, mais il y a des anecdotes où ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc, si le but était de détourner l'appareil en toute discrétion, couper les systèmes de communication à cet endroit était une idée judicieuse. C'est d'ailleurs la conclusion du rapport officiel.
Mais cette interruption des systèmes de communication pourrait avoir une autre cause qu'un détournement. Un problème dans la soute électronique, un incendie, en tout cas, un événement soudain et très brutal. Un témoignage vient accréditer cette hypothèse. Mike McKay, un Néo-Zélandais qui travaille sur une plateforme pétrolière en mer de Chine, au large du Vietnam, déclare avoir vu dans la nuit du 8 mars une boule de feu à l'horizon. C'est un ingénieur qui travaille sur les plateformes pétrolières. Je le trouve incroyablement crédible. Il n'a aucune raison de de témoigner comme il le fait. Dès l'annonce de la disparition de l'avion, il tente de prévenir les autorités malaisiennes. Son témoignage est particulièrement détaillé. Il dit précisément qu'il a vu une énorme flamme qui a duré 10 à 15 secondes. Il estime même la distance à 50, voire 70 km au sud de sa position. Sans réponse des autorités, il envoie un mail à son employeur. Je crois avoir vu l'avion de la Malaysia Airlines tomber. Les heures concordent. J'ai contacté les autorités malaisiennes et vietnamiennes il y a plusieurs jours, mais je ne sais pas si le message a été reçu. Disons qu'il est tellement sûr que ce qu'il a vu est exceptionnel qu'il insiste beaucoup pour le faire savoir. Et ce qui se passe à ce moment-là pour lui, c'est très étrange. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on prenne son témoignage au sérieux en disant « Ah bon, bah merci beaucoup, de toute façon ça tombe bien, on cherche cet avion, ce que vous nous dites est extrêmement bizarre, on n'a aucune raison de douter de votre parole », il est immédiatement expulsé. Expulsion, disons plutôt que sa société a mis fin à son contrat. La journaliste Florence de Changy a remonté la piste de Mike McKay. Elle a rencontré quelqu'un qui dit l'avoir croisé au moment où il quittait le Vietnam. Il était dans un état de stress totalement exceptionnel, d'après la personne qui l'a vu, et il n'est plus joignable. De notre côté, nous avons également tenté de joindre Mike McKay, sans résultat. Alors, que fait-on d'un tel témoignage? Je pense que c'est des témoignages qu'il faut garder. Je pense que quelqu'un qui nous dit « j'ai vu une boule de feu en mer de Chine », ça reste plausible pour moi. Un autre élément vient renforcer la thèse de l'accident. Au moment même de la disparition du MH370, un appel de détresse aurait été entendu par des militaires américains basés en Thaïlande et relayé par le China News. Cet élément viendrait corroborer l'existence de la boule de feu vue par Mike McKay en mer de Chine. Quatre heures après la disparition de l'appareil, les autorités malaisiennes lancent enfin des recherches en mer de Chine, dans la zone du dernier contact avec le MH370. Et ça s'est fait grâce à la coopération de tous les navires présents dans la zone. À partir de là, la communication des autorités malaisiennes va devenir extrêmement confuse. Toutes les informations seront communiquées, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. Je peux vous confirmer qu'il y a de très longues nappes de pétrole, mais pas de débris. Les déclarations se contredisent et sèment la confusion. Pour les spécialistes de la gestion de crise comme Fabrice Pelosi, la Malaisie a multiplié les erreurs. Ici, très rapidement, la Malaysia Airlines va céder en quelque sorte à la pression médiatique. Et là, on est dans une situation très paradoxale. Parce qu'au final, parfois, on peut reprocher à des entreprises de ne pas être assez transparentes. Ici, la Malaysia Airlines est très transparente. Très transparente ou trop transparente? Dès le début de l'affaire, un responsable malaisien se fait particulièrement remarquer. C'est Hishamuddin Hussein. Un personnage important puisqu'il gère à la fois la défense et les transports. Alors ce ministre était-il suffisamment préparé à une telle crise? The Beijing government will announce this in a couple of hours. This floating object is 22 meters long and 30 meters wide. I wouldn't know. This is all I have. Same area. This is all I have. À la vue de ces images, le professionnalisme des autorités malaisiennes est remis en cause. On sait aujourd'hui, les chaînes d'information en continu ont besoin d'être nourries. Voilà, donc il y a cette pression. Ici, quand le porte-parole dit « c'est tout ce que j'ai »,
eh bien, on a l'impression que tout ce qu'il a, ça tient sur un bout de papier. Un simple bout de papier, c'est bien peu pour rassurer les familles. Au fil des conférences de presse, les annonces vont se multiplier et entraîner ainsi désarroi et confusion. We had a very good meeting with them. We answered all their questions. Les familles des victimes n'ont pas le même sentiment sur cette rencontre. Fact is, they didn't give us any convincing information. Donc dès la première semaine, je me dis, on veut nous cacher quelque chose. La communication est chaotique et ce n'est pas la façon dont sont menées les recherches en mer de Chine qui rassure les familles des victimes. Le problème, c'est que ces mers de Chine, non seulement on devrait avoir eu des débris, et il y a du monde, quoi. Il n'y a effectivement aucun débris repéré, alors que la mer de Chine est l'une des plus fréquentées du monde. Or là, on a un B777, qui est le cheval de labour de l'aviation civile, qui disparaît. Donc je dis, c'est juste une insulte à l'intelligence humaine. On n'a même pas besoin de dire est-ce qu'on nous ment. Ça n'a aucun sens. Toujours à propos de la mer de Chine, Florence de Changy a identifié un autre élément passé sous silence. Il y avait d'une part une très grosse campagne d'exercices militaires annuels qui s'appelle Cobra Gold. Avec 7 nations impliquées, Cobra Gold est l'un des exercices militaires les plus importants dans cette région du globe. Mais ce n'est pas tout. Celle qui allait commencer 1 ou 2 jours plus tard, c'était Tiger Cope. Et là, c'est tripartite seulement. Et c'est les 3 défenses les plus importantes de la région, en l'occurrence Thaïlande, Singapour et États-Unis. C'était donc 2 exercices militaires de très grande envergure. Une présence qui pourrait ouvrir la piste d'un accident impliquant les militaires. Cette hypothèse expliquerait la boule de feu vue par Mike Mackay et la brusque coupure des communications de l'avion. Il est tout de même étrange que dans ses déclarations, le fameux ministre de la Défense et des Transports malaisien ne fasse aucune mention de la présence de ces militaires dans la région. On n'en a jamais entendu parler. Mais moi, ce que je crois, c'est on nous ment. Enfin, on sait la vérité, on nous dit pas la vérité. Et pourquoi? C'est une sale histoire. Bref, pour dire les choses clairement, selon Ghislain Vatrelos, la disparition du Boeing de la Malaysia Airlines serait liée à une bavure militaire. Donc si l'avion il tombe tout de suite en mer de Chine, c'est qu'il est abattu. Donc il y a 2 solutions. Il est abattu ou c'est possible aussi qu'il se prenne un avion militaire, se prenne un avion civil, ça peut arriver. Au début, j'ai confiance. Au début, je me dis, il y a plein de Chinois dans l'avion, les Chinois ne sont pas marchés sur les pieds, on va vite savoir ce qui s'est passé. Revenons en arrière. Le 9 mars 2014, soit le lendemain de la disparition de l'avion. Alors que les familles désespèrent et que les recherches s'activent, les militaires vont faire une révélation incroyable. En fait, nous avons regardé l'enregistrement des radars et nous avons constaté la possibilité que l'avion ait fait demi-tour. Si l'on s'en tient à la chronologie, l'armée malaisienne est donc au courant du demi-tour dès le lendemain de la disparition du MH370. Alors, pourquoi avoir continué les recherches en mer de Chine? Mais ce n'est pas tout. 2 jours après l'annonce du demi-tour, le ministre de la Défense et des Transports lui-même vient démentir l'existence de ce même demi-tour. As Malaysian Airlines will confirm shortly, those reports are inaccurate. Inaccurate, sans fondement. Pourquoi cette nouvelle contre-information? En tout cas, ce nouveau cafouillage va faire perdre un temps précieux aux recherches. Mais ce n'est pas fini. Au bout du 5e jour, nouveau revirement. Les officiels vont finalement confirmer ce que tout le monde avait compris. Le MH370 aurait bien fait demi-tour. Les recherches sont aussitôt abandonnées en mer de Chine pour se concentrer sur la mer d'Andaman. L'avion a disparu depuis déjà 5 jours. Quand au bout de 5 jours, où on a cherché en mer de Chine, on nous dit on a vu l'avion dans la mer d'Andaman, est-ce que c'est une incompétence
Ou est-ce qu'on cache quelque chose? Moi, je crois qu'on cache quelque chose. Et c'est là que je porte plainte. Parce que je me dis, il y a un problème. On va nous cacher la vérité. Et pour moi, depuis le 5e jour, on nous cache la vérité. La planète entière regarde la Malaisie et c'est l'incompréhension. Demi-tour, pas demi-tour et re-demi-tour, il y a de quoi s'interroger. Si on accepte ce demi-tour, comme on sait qu'il n'y a eu ni problème technique ni incendie, une seule explication semble plausible. Au départ, il y a eu un détournement de l'avion. Tout ce qu'on peut dire. L'avion est piloté et cette trajectoire, elle est voulue. Donc ça, quelque part, pour faire cette trajectoire, il faut l'avoir programmée, il faut l'avoir étudiée. Pour quelle intention? Je ne sais pas. Face au cafouillage des autorités malaisiennes, les familles des victimes perdent définitivement confiance. À l'époque, à ce stade de l'enquête, ce dont on est sûr, c'est que l'avion a décollé normalement de Kuala Lumpur, qu'il a ensuite suivi sa route sans encombre, et que, au bout de 40 minutes, toutes les communications se sont brusquement interrompues, sans raison apparente. À partir de là, les militaires s'appuyant sur les traces de leur radar affirment que l'avion aurait fait un demi-tour. Pourtant, il faudra attendre 4 ans pour que le rapport officiel conclue au détournement du MH370. Les enquêteurs ayant disculpé les passagers et les pilotes, il n'exclut pas la possibilité qu'une tierce personne soit intervenue. Mais pour Florence de Changy, cette thèse ne tient pas la route. La journaliste remet en cause la faisabilité même d'un tel demi-tour. Il se trouve que dans le tout dernier rapport, ils ont fait des tas de tests et ils arrivent in extremis, avec un certain nombre de conditions, à faire ce U-turn au B777. Pour affirmer l'existence de ce demi-tour, les Malaisiens s'appuient sur les traces détectées par leur radar militaire. Ces traces sont donc la pierre angulaire du rapport officiel. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette version des choses. Et encore une fois, c'est des traces radar qui ne donnent pas quel avion non plus. Donc on n'est pas sûr que sous cet avion-là. Il y a certaines personnes qui, ayant regardé la trajectoire d'après les données radar, pensent qu'il s'agirait plutôt de 2 avions différents, c'est-à-dire que le premier bras de l'épingle à cheveux, c'est le MH370, le deuxième, c'est un autre avion. Pour Florence de Changy, il n'y a donc pas eu de demi-tour. L'avion aurait interrompu son vol au-dessus de la mer de Chine, victime d'un tragique accident. Mais les autorités malaisiennes nous ont présenté des traces radar qui disent que l'avion a continué sa course. Pour appuyer la thèse du demi-tour, le rapport officiel propose une preuve étonnante. Le téléphone portable du copilote aurait été repéré au-dessus de la péninsule de Penang, alors que l'avion volait à 10 000 mètres d'altitude et à 900 km/h. C'est-à-dire trop vite et trop haut pour qu'un téléphone portable puisse être détecté. Et il y a une autre raison de douter de l'existence de cette connexion. Bon, déjà, il y a 239 personnes, donc il y a à peu près 200 téléphones. Si le téléphone du copilote borne, il y a une dizaine, il y a une vingtaine de téléphones qui doivent borner aussi là. Donc là, encore une fois, il y a un problème. Un problème, peut-être, mais pas pour l'enquête officielle. Continuons à examiner le rapport d'enquête. Si l'on admet le trajet retenu par la thèse officielle, le MH370 aurait forcément survolé la base militaire internationale de Butterworth, c'est-à-dire la base militaire la plus importante de la région. Elle regroupe la Malaisie, l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Le 8 mars 2014, un Boeing 777, tout feu éteint, ne répondant à aucune communication radio, aurait survolé la base. Comment expliquer que les militaires n'aient pas du tout réagi? Dans une interview incroyable, réalisée 3 mois après le drame,
Hishamuddin Hussein, ministre de la Défense malaisien, répond à une journaliste australienne. Pourquoi cet appareil n'a-t-il pas été intercepté? Are you going to say that we're going to shoot it down? Well, you said that, not me. No, I'm asking you. I could not possibly answer that. I'm not a minister if you're not going to of shoot it down, what's the point of sending it up? To see where it's going. Well, to see it going, you need a fighter for that? We're talking about military procedures. And if I did shoot it down, you'd be the first to say, how can you shoot down a commercial airline with 14 nationals, half of them Chinese? I'll be in a worse position, probably. Why shoot it down if it's not hostile? Well, the Americans would. Comment interpréter ce sourire? Quoi qu'il en soit, l'enquête officielle conclut que cet avion ne représentait aucune menace et qu'il était amical. Mais comment le savait-il alors qu'aucun contact n'avait été pris avec l'appareil? Encore une zone d'ombre. Examinons à nouveau la trajectoire du MH370 selon la thèse officielle. L'avion a décollé de Kuala Lumpur à minuit 42. Après 40 minutes de vol, la totalité de ses moyens de communication se sont interrompus. À partir de là, nous sommes dans les suppositions émises par le rapport officiel. Après l'interruption des communications, le MH370 aurait fait un demi-tour et serait reparti vers la Malaisie. Mais pour ne pas être repéré, il aurait réussi à naviguer en s'assurant de voler précisément juste au-dessus des frontières malaisiennes et thaïlandaises. Ensuite, il aurait survolé la base militaire de Butterworth avant de s'engouffrer dans le détroit de Malacca. Ok, on a les traces radars malaisiennes, soi-disant. Mais encore une fois, pour moi, si l'avion fait le trajet qu'on nous dit qu'il a fait, il ne doit pas seulement y avoir que des traces radars malaisiennes. Le radar, il ne s'arrête pas à la frontière. Et encore une fois, il n'est pas resté qu'en Malaisie, cet avion. Effectivement, si on s'appuie sur la trajectoire retenue par le rapport officiel, le MH370 aurait dû être repéré plusieurs fois par les radars militaires des pays limitrophes. Mais comme ces autres pays ne se sont jamais manifestés, reste à faire confiance à la Malaisie. Comment se fait-il que seulement la Malaisie dit « j'ai pointé 2 fois l'avion » ? Pour Jean-Paul Troadec, il faut faire attention aux données qui sont utilisées au cours de l'investigation. C'est toujours un peu délicat, si vous voulez, de s'appuyer sur des informations fournies par les militaires pour faire une enquête sur un accident civil. Ce que je dis surtout, c'est qu'on ne nous a jamais apporté la preuve de ces données-là. Alors, encore une fois, il nous faut faire confiance à la version malaisienne. Intéressons-nous maintenant aux recherches pour retrouver l'épave de l'avion. Elles se sont d'abord concentrées pendant 5 jours en mer de Chine. Une aberration, puisqu'en accréditant la thèse du demi-tour, les autorités malaisiennes reconnaissaient que l'avion ne pouvait s'y trouver. Après avoir perdu beaucoup de temps, les recherches se sont donc déplacées vers la mer d'Andaman, c'est-à-dire au dernier endroit où les radars militaires auraient aperçu une trace de l'avion fantôme. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait plus d'informations provenant des radars et on a eu l'idée d'utiliser des signaux échangés avec les satellites de communication de la société Inmarsat. Attention, nous ouvrons un nouveau chapitre de cette incroyable histoire. Inmarsat est une société anglaise qui possède une flotte de satellites géostationnaires orbitant à 36 000 km au-dessus de la Terre. Toutes les 60 minutes, les satellites d'Inmarsat interrogent les trains, les navires, les avions de leurs clients. Ils vérifient ainsi qu'ils sont toujours dans une zone de couverture et que l'on peut échanger avec eux. L'avion renvoie alors un signal de présence qu'on appelle un ping. Pour le MH370, les pings étaient absents depuis la coupure de tous les systèmes de communication au-dessus de la mer de Chine. Ce qui est étonnant, c'est que ces pings seraient réapparus miraculeusement au moment où l'avion sortait de la couverture radar militaire des Malaisiens. Hasard, chance, quoi qu'il en soit, c'est donc à 2h25 le matin du 8 mars 2014 qu'un satellite d'Inmarsat aurait détecté ce premier ping.
Ce qui suppose que tout d'un coup, le système de communication par satellite de l'avion se soit remis à fonctionner. Bon, c'est le problème de ces données-là en plus. Les données Inmarsat ne sont pas faites pour suivre les avions. Effectivement, ces données ne fournissent pas la position de l'appareil. Donc ce qu'on a fait, c'est une exploitation particulière de ces signaux. Comme nous l'avons vu, normalement, toutes les 60 minutes, le satellite et l'avion communiquent pendant quelques secondes. Cette communication permettant de savoir si l'avion est toujours dans sa zone de couverture. Inmarsat nous dit qu'il y a eu 7 échanges entre le satellite et le MH370. Grâce à des calculs complexes, ces 7 échanges ont permis de dessiner 7 arcs. Et on sait aussi que la trajectoire de l'avion s'est interrompue à ce qu'on a appelé le 7e arc, le 7e et dernier arc, qui correspond très vraisemblablement à l'arrêt des moteurs parce que l'avion était arrivé à ce moment-là à court de carburant. Rappelons qu'au départ de Kuala Lumpur, le MH370 avait du kérosène pour 7h30 de vol maximum. Donc le 7e arc va du Kazakhstan jusqu'au sud de l'océan Indien. Une zone immense. Est-ce qu'on peut déduire de tout ça une trajectoire? La réponse est non, sans faire des hypothèses complémentaires. À partir de là, les ingénieurs d'Inmarsat vont se lancer dans des calculs ultra complexes. Pour avancer, ils vont devoir faire face à de nombreuses hypothèses. Par exemple, choisir une trajectoire avec une altitude et une vitesse de croisière qui leur permettent de faire correspondre leurs calculs avec les fameux pings. Guylain Vatrelos remet ses hypothèses en cause. Donc Inmarsat, en fonction de ça, a déduit une trajectoire. Mais pour déduire une trajectoire, ils ont dû prendre des hypothèses de vitesse, d'altitude. Voilà, et ils ont pris une vitesse et une altitude constante. Quand on voit le trajet erratique de l'avion avant, on a du mal à y croire quand même. Donc c'est sur la base de ces hypothèses qu'Inmarsat déduit que le MH370 aurait terminé sa course dans le sud de l'océan Indien. C'est le Premier ministre malaisien en personne qui annonce cette incroyable nouvelle au monde entier. Its last position was in the middle of the Indian Ocean, west of Perth. C'est-à-dire au milieu de nulle part. À partir de là, pour définir une zone de recherche, les Malaisiens et les Australiens vont se baser uniquement sur les conclusions d'Inmarsat. Alors même qu'Inmarsat reconnaît dans son rapport n'avoir travaillé qu'à partir d'une hypothèse parmi tant d'autres. Comme cette route n'est pas plus recevable que n'importe quelle autre, ce n'est pas une base acceptable pour entamer des recherches et pour même prétendre, au-delà de tout doute raisonnable, que l'avion est là où on dit qu'il est. Si les Australiens ont fait cette hypothèse, c'est qu'il fallait leur, à tout prix qu'ils trouvent une idée pour limiter la zone de recherche. Mais c'est une hypothèse ad hoc, une hypothèse a priori. C'est comme la personne qui a perdu ses clés la nuit et qui va les chercher sous le lampadaire, non pas parce qu'elle pense qu'elle est sous le lampadaire, mais parce que c'est le seul endroit où elle a des chances de le trouver, parce que c'est éclairé. La probabilité de retrouver le MH370 était vraiment infime. Un coup de poker pour les Australiens et leurs alliés. En ce qui concerne Inmarsat, certains experts pensent que la société ne dit pas toute la vérité au sujet des signaux et des données qu'elle a recueillis grâce à ses satellites. Un ancien employé d'Inmarsat m'a dit en même temps que tous les avions pour lesquels Inmarsat travaillait étaient parfaitement localisés à tout moment. Et donc, pourquoi pas le MH370 ? Nous sommes le 24 mars 2014. L'avion a disparu il y a maintenant 16 jours. Après d'innombrables cafouillages, la Malaisie annonce qu'une nouvelle zone de recherche vient d'être définie pour retrouver l'épave du Boeing 777 dans l'océan Indien. L'enjeu est de taille, non seulement pour comprendre ce qui est arrivé au MH370, mais surtout pour permettre aux familles de faire leur deuil. Dès qu'on a eu cette piste, finalement, des signaux Inmarsat et du 7e arc,
les recherches ont commencé par avion, évidemment. La zone est en effet à plus de 2000 km des côtes australiennes. Le jour de la disparition, le 8 mars, la mer était déchaînée, avec des creux de 3 à 4 mètres. Alors si l'avion a tenté un amérissage d'urgence, le choc a obligatoirement été brutal. L'avion, il se crache et il se crache bien. Donc il y a des débris. La preuve, ici nous voyons une tentative d'amérissage d'un vol d'Ethiopian Airlines en 1996. Et la mer était calme. L'accident avait fait 125 victimes sur les 175 personnes qui étaient à bord. La zone à couvrir pour les recherches du MH370 s'étend sur 4000 km². En plus des avions, des satellites français, américains et chinois viennent en renfort stationner au-dessus de la zone. Rapidement, plusieurs images apparaissent. Il y a eu des débris. Est-ce que ce sont les débris de l'avion? C'est pas impossible. Les navires se rendent donc sur la zone, mais sans succès. C'est totalement anormal qu'on n'ait pas retrouvé de débris flottants. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'aviation. Et on l'a vu, on peut nous dire c'était la tempête, tout ça. Air Asia qui s'est craché, je sais plus quoi, 6 mois plus tard, en pleine tempête. On a retrouvé plein de débris sans problème. Le vol par Air Rio, on a trouvé des débris au bout de 6 jours. Là, on n'a jamais trouvé un débris flottant. Mais en dehors des débris, ce que l'on cherche surtout, ce sont les boîtes noires. Il y en a 2. La première enregistre les conversations dans le cockpit et la seconde, l'ensemble des paramètres du vol. Ces boîtes noires sont précieuses, c'est elles qui peuvent nous renseigner sur les conditions de l'accident. Chaque boîte noire est équipée d'une balise qu'on appelle un pinger. Ce pinger émet des signaux acoustiques qui permettent de repérer la boîte noire. Ils sont émis toutes les secondes sur une fréquence bien précise. La durée de vie de cette balise accrochée à la boîte noire n'est que de 30 jours. Des navires spécialement équipés de moyens d'écoute ultra sophistiqués doivent aider à les retrouver. En théorie, on cherche 2 signaux acoustiques car il y a 2 boîtes noires. On sait qu'un des pingers ne devait pas fonctionner parce qu'il avait dépassé sa date limite d'utilisation et il n'avait pas été réparé en temps utile par la compagnie aérienne. Manque de chance ou incompétence? Quoi qu'il en soit, à cause de ce problème de maintenance, il y avait donc 2 fois moins de probabilité de retrouver les boîtes noires. Toujours est-il que pour repérer ces pingers, il faut utiliser des détecteurs de signaux acoustiques high-tech. C'est l'Australie et la Chine qui prennent en charge ces recherches. Mais trouver la technologie adéquate et affréter les navires sur zone prend beaucoup de temps. Si vous arrivez au bout de 3 semaines, il ne vous reste pas longtemps pour éventuellement détecter les pingers. Et effectivement, quand les navires arrivent sur place, les pingers n'ont plus que 3 jours de durée de vie. Selon Jean-Paul Troadec, qui a dirigé les recherches de l'épave du Rio Paris, la probabilité de repérer ces signaux était plus qu'infime. Et ça aurait été un miracle, plutôt un événement d'une probabilité extrêmement faible, qu'on puisse les détecter à ce moment-là. Mais certains croient au miracle. La preuve, les Chinois vont annoncer qu'ils ont détecté des signaux acoustiques. Ils savent que les boîtes noires émettent pendant 1 mois. Donc le 28e jour, les 2 bateaux disent « On a entendu un bruit. Génial, on a retrouvé les boîtes noires. » Il faut savoir qu'il y avait un bateau chinois et un bateau australien. Le bateau chinois qui cherchait un bruit dit « Je suis désolé, j'ai pas enregistré le bruit. » Donc déjà, vous y croyez. Le gars, il cherche un bruit, il n'enregistre pas. Et le bateau australien, c'est pire encore. Le bateau australien, il met 1 mois à nous dire « Ah ben non, c'était pas la bonne fréquence. » Et c'était un bruit qui venait de notre propre bateau. 1 mois pour nous dire ça. On nous prend, enfin moi je suis désolé, mais on nous prend pour des imbéciles. Les spécialistes savaient que la fréquence sur laquelle on les avait entendus ne pouvait pas être celle d'un pinger. Et néanmoins, les Australiens ont fait des déclarations, on a retrouvé les pingers, etc. C'était impossible. Donc oui, on nous ment là. Les pingers se sont tus, mais les boîtes peuvent encore être exploitées pendant plusieurs années. Encore faut-il les retrouver. Seule solution désormais, cartographier mètre par mètre les fonds sous-marins. Autant chercher une pièce de monnaie cachée dans le Stade de France.
Pendant 3 longues années, les Australiens vont poursuivre les recherches et même y mettre des moyens considérables. Ils couvriront 120 000 km², dépenseront 130 millions d'euros, sans aucun résultat. Une jeune société américaine, Ocean Infinity, en mal de notoriété, a même proposé aux Malaisiens de faire des recherches qui ne seraient financées que si elles aboutissaient. We can roughly cover 1,200 square kilometers a day. Encore une fois, sans résultat. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça? Ça veut dire juste une chose. C'est que c'était pas la bonne zone de crash. C'est tout ce que ça veut dire. On a découvert un certain nombre d'épaves de voiliers qui avaient coulé au cours des siècles. Peut-être certains avec un intérêt archéologique. Est-ce qu'il y a eu des découvertes en termes géologiques ou bien en termes d'exploitation minière? Ça, je ne le sais pas. Mais effectivement, ce n'est pas perdu pour tout le monde. C'est très utile de mieux connaître le sous-sol sous-marin, surtout à l'époque où on fait de plus en plus d'exploration pétrolière offshore et choses comme ça. Des recherches pour trouver du pétrole, une hypothèse plausible. Cela expliquerait-il le choix de cette zone de recherche? Rappelons qu'elle avait été définie en faisant une confiance aveugle aux données d'Inmarsat. Donc encore une fois, je dis, il y a peut-être un problème avec les données quand même. Si l'on s'appuie sur les conclusions du rapport officiel, le vol MH370 de la Malaysia Airlines se serait abîmé dans le sud de l'océan Indien, au milieu de nulle part. Le 30 juillet 2015, soit plus de 500 jours après la disparition de l'avion, une découverte relance enfin l'espoir de localiser l'épave du MH370. À 8000 km du lieu supposé du crash, un débris est retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion. Il s'agit d'un flaperon, c'est-à-dire d'une partie de l'aile droite du Boeing. La pièce mesure 2,30 m par 1,25 m. Mais comment se fait-il que ce débris ait voyagé sur une telle distance? Seuls les morceaux les plus lourds vont couler immédiatement. Par exemple, un train d'atterrissage, les moteurs, là c'est très lourd et ça coule. Maintenant, les morceaux du fuselage, les morceaux de voilure peuvent continuer à flotter un certain temps, ou même très longtemps, à la surface de l'eau. Ce débris a voyagé sur plusieurs milliers de kilomètres avant de s'échouer sur une plage française. C'est donc la justice française qui s'est chargée de l'expertiser. Rappelons d'ailleurs que la France est aujourd'hui le seul pays à continuer encore à enquêter. Le flaperon, saisi, a donc été amené à Toulouse pour être présenté aux enquêteurs. Et alors, quand vous le regardez de près, il se trouve que cette pièce a un défaut majeur, sans même rentrer dans les détails, c'est qu'il a perdu sa plaque d'immatriculation. Toutes les pièces importantes qui composent un avion sont obligatoirement immatriculées, numérotées et répertoriées. La seule instance dans laquelle on enlève une plaque d'immatriculation à une pièce d'un avion, c'est quand un avion est démantelé ou décommissionné. Là, c'est obligatoire. Or, il ne reste que 6 Boeing comme le MH370 encore en activité sur les 18 achetés par la Malaysia Airlines en 2002. Les autres ont pu être démantelés, comme une voiture à la casse ou loués à d'autres compagnies aériennes. Ce flaperon pourrait-il provenir d'un autre appareil? Comment faire pour être sûr que ce soit celui du MH370? Donc on est allé chercher des numéros à l'intérieur du débris, qui sont des numéros de pièces sous-traitantes fabriquées en Espagne. Sur les 12 numéros inscrits à l'intérieur du flaperon, un chiffre seulement concorde avec les documents du sous-traitant espagnol. Bizarrement, les numéros sont écrits à la main sur le rapport. Un peu léger comme preuve dans une affaire aussi dramatique. Moi, je ne m'attendais pas à ce que la traçabilité soit écrite à la main dans les sous-traitants de Boeing. Malgré tout, le rapport d'enquête français conclura bien que ce flaperon appartient au Boeing de la Malaysia Airlines. Ce débris, oui, il est bien d'un Boeing. Ce débris, est-ce qu'il a fait tout ce chemin? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a été amené là? Est-ce qu'il est de cet avion? Je n'en ai pas une certitude à 100%. Je ne suis pas sûr de ça.
Malgré les recherches effectuées autour de l'île, à part le flaperon, aucun autre débris du MH370 ne sera retrouvé à La Réunion. En revanche, sur d'autres côtes de la région, des débris sont peu à peu découverts. Donc on a trouvé d'autres débris. On a trouvé des débris donc à l'île Maurice, sur les côtes africaines. Au Mozambique, en Tanzanie ou encore en Afrique du Sud. Il faut les prendre en considération comme une preuve supplémentaire que l'avion est bien tombé dans l'océan Indien. Peut-être, mais en tout cas, pas là où les recherches ont été menées. Suite aux premiers débris qui ont été trouvés, il y a plein d'océanographes qui ont fait des analyses en fonction des zones probables où est tombé l'avion. Ils faisaient des analyses de dérive. Et la conclusion de ces analyses de dérive nous indique que l'on devrait retrouver des débris sur la côte est de l'île de Madagascar. Une fois cette information communiquée officiellement, les familles des victimes décident de participer à une campagne de recherche et de sensibilisation sur l'île. Donc on est allé là-bas avec les familles pour quelque part faire une grande page de com vis-à-vis des médias locaux, des gens locaux, des pêcheurs locaux, pour dire il y a sûrement des débris sur vos plages, il faut les retrouver. Voilà, donc c'est ça qu'on a fait. Mais derrière cette campagne de communication, on retrouve un drôle de personnage. Blaine Gibson. Cet Américain s'est pris de passion pour l'histoire du MH370 après avoir vu un reportage à la télévision. Il est avocat et aussi un peu aventurier. Qui n'a pas vraiment de boulot, qui n'a pas de famille, qui a zéro problème d'argent, qui parle 6 langues couramment, dont le français et le russe. Et ce gars-là, il passe sa vie à chercher les débris de cet avion-là. Depuis son apparition, Blaine Gibson intrigue. Donc il voyage dans le monde entier. Et c'est lui qui a trouvé un débris un jour. Il va sur une plage au Mozambique et il trouve un débris. Et en plus, quand il trouve le débris, tous les journalistes américains sont là. Je ne sais pas pourquoi, mais il passe 2 heures sur une plage, il trouve un débris. Est-ce que quelqu'un a une règle? Avant qu'on y aille, il dit à France 2, envoyé spécial, il doit y avoir des débris à Madagascar. Et quand il fait venir France 2, il trouve un débris. Une règle? Quelle distance là entre les trous? Donc ce gars-là a trouvé plein de petits débris, qui sont peut-être de l'avion, peut-être pas de l'avion. Mais ce gars-là a une tendance est assez fort pour trouver pas mal de débris. Donc voilà. Malgré ses doutes, Guylain Vatrelos va tout de même suivre Blaine Gibson dans l'aventure. Donc moi je vais dans un endroit, les Malaisiens vont dans un endroit et les Chinois vont avec Blaine. Devinez qui trouve un débris ce jour-là? Les gens avec Blaine. Donc encore une fois, ben voilà. Il fait venir les familles, ils vont une journée sur une plage, ils trouvent un débris. Bon, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance ce gars-là. Tous ces gens qui ont la chance, dès qu'ils se baladent sur une plage, de trouver des débris, c'est formidable. J'aurais envie d'en sourire si je défendais pas quelqu'un qui nécessairement souffre de tout ça à un moment donné. Voilà. Ce qui est étonnant aussi sur Blaine, c'est que ce gars est hyper connecté. Ce gars, quand il va en Australie, il est reçu par le Premier ministre. Ce gars, quand il va en Malaisie, il est reçu par les ministres. Donc moi, je comprends pas. Moi, je sais pas comment il fait. Il est extrêmement bon. Il est extrêmement chanceux, extrêmement bon, extrêmement connecté. Donc Blaine Gibson est un personnage très singulier. Sa venue sur l'île de Madagascar serait-elle uniquement le fruit du hasard? Personne n'a répondu à cette question. Quoi qu'il en soit, Blaine Gibson va chercher des débris pendant plusieurs mois. Ceux qu'il trouvera seront considérés comme appartenant probablement au MH370 ou en tout cas à un Boeing. Ces débris viennent donc accréditer une nouvelle fois la thèse officielle selon laquelle le MH370 se serait bien abîmé dans l'océan Indien. Depuis le début de cette tragédie, face aux atermoiements des officiels, des scientifiques du monde entier ont voulu comprendre. Ils se sont réunis sous la bannière de l'Independent Group. Ensemble, sur des forums, ces experts se sont mis à travailler et à échanger sur les différents aspects de l'enquête.
Ils étaient tous très critiques à l'égard du rapport officiel et de l'utilisation des données Inmarsat. Les données Inmarsat, c'est n'importe quoi depuis le début. C'est soit contradictoire, soit inexploitable, soit faux. C'est pas notre point de vue. Il y a suffisamment d'informations pour construire notre théorie fondée sur une trajectoire qui nous semble réaliste. Le groupe français Captio réunit des experts en aéronautique, passionnés par la disparition du MH370. Extrêmement reconnus dans leur domaine, ils sont tous spécialistes. Certains du trafic aérien, d'autres de l'analyse numérique ou encore de la simulation par ordinateur. Pendant plusieurs mois, sur leur temps libre, ces spécialistes ont repris point par point l'ensemble des éléments du rapport officiel. Ils ont décrypté les données, recommencé les calculs, relu l'ensemble des conclusions. Résultat, leur hypothèse pourrait bien révolutionner toutes les théories émises jusqu'à présent pour comprendre la disparition du MH370. Nous avons rencontré deux des membres du groupe Captio, Jean-Marc Garot et Jean-Luc Marchand. Donc ça, c'est effectivement des gens extrêmement compétents, hein, et qui se sont dit, mais en fonction des données Inmarsat, on peut trouver une autre trajectoire. Donc, on a fait l'hypothèse d'une trajectoire qui était liée à la structure de l'espace aérien pour se cacher. Ensuite, ils ont fait une déduction simple et limpide. S'il y a eu détournement, c'est qu'il y avait des pirates de l'air à bord de l'avion. Il leur fallait donc être discrets. Et pour l'être, ils se sont notamment mêlés au trafic aérien. On s'est dit, à chaque point important, on se met à la place du pilote. Enfin, non, pardon, des gens aux commandes, parce qu'on ne sait pas qui prenait le contrôle de l'avion à ce moment-là, et qu'ont-ils fait et qu'aurait-il fait? C'est quand on détourne un avion, c'est pas pour aller se perdre au milieu de l'océan Indien, c'est pour aller quelque part. Contrairement aux conclusions officielles basées sur les analyses froides et scientifiques des ingénieurs d'Inmarsat, le groupe Captio a choisi une approche beaucoup plus humaine. Ils ont travaillé comme de vrais Sherlock Holmes pour comprendre ce qui s'était passé depuis le début de l'histoire, depuis ce fameux demi-tour en mer de Chine. Comme des enquêteurs avec une boussole intellectuelle à la main. Pas une boussole géographique, mais intellectuelle. À chaque point important, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu se passer et pourquoi, et ensuite de comparer les résultats avec ces fameuses données Inmarsat. Et ça concorde point par point. En se mettant dans la tête des pirates de l'air, Captio a trouvé une trajectoire qui fonctionne parfaitement avec les données rendues publiques par Inmarsat. Leur théorie est simple. Selon eux, des pirates de l'air ont pris le contrôle de l'appareil dans le but de faire un échange de prisonniers. Pour faire cet échange, ils devaient trouver un terrain d'atterrissage. Ils avaient donc une destination finale et un but précis. Mais avant de prendre le contrôle de l'avion, il leur fallait déjà monter à bord de l'appareil. Pas trop compliqué quand on sait que la sécurité de l'aéroport de Kuala Lumpur laisse particulièrement à désirer. Donc, certains des pirates seraient montés normalement à bord de l'avion en embarquant parmi les passagers. Mais un autre pirate, lui, se serait introduit dans le compartiment électronique situé à l'avant de l'appareil, sous le cockpit. Pour y accéder, 3 possibilités. Soit la soute à bagages, soit l'accès des pompiers qui est toujours déverrouillé, ou encore par une trappe située derrière le cockpit, là où tous les passagers ont potentiellement accès. Le rôle de ce pirate aurait été de couper les systèmes de communication à un instant précis, rendant ainsi l'avion invisible. Pour y arriver, il lui aurait fallu couper plusieurs circuits électriques, privant ainsi l'avion de certains de ses systèmes. Et l'avantage, c'est qu'en faisant cette coupure, ça déconnecte les électroaimants de la porte blindée, donc ils peuvent rentrer dans le cockpit. Rappelons que depuis le 11 septembre 2001, l'accès au cockpit est protégé par une porte blindée qui s'ouvre soit de l'extérieur avec un digicode, soit de l'intérieur quand le pilote a vérifié l'identité de celui qui voulait entrer. À partir de là, les pirates auraient pris le contrôle de l'appareil et effectué un demi-tour.
Pour ne pas attirer l'attention de l'armée ou des contrôleurs aériens, ils auraient navigué juste au-dessus des frontières et se seraient mêlés au trafic aérien. À la sortie du détroit de Malacca, en quittant l'espace surveillé par les radars militaires malaisiens, les pirates auraient alors remis l'électricité à bord de l'appareil. Cap Thio pense que ce serait pour le confort des passagers. Mais cet acte aurait eu des conséquences auxquelles les pirates n'avaient pas pensé. En effet, la reprise du courant aurait réenclenché les systèmes de communication par satellite. Ainsi, les fameux pings d'Inmarsat auraient été de nouveau renvoyés régulièrement à l'insu des pirates. Après la sortie du détroit de Malacca, l'avion aurait poursuivi sa route vers le sud en longeant l'île de Sumatra. À ce moment-là, il fallait qu'ils descendent en dessous de la couverture radar des Indonésiens. Et les Indonésiens sont plus chatouilleux en termes de protection de leur espace aérien que les Malaisiens. Il va descendre à 10 000 pieds. Et puis, encore une fois, un peu plus tard, il va descendre à 5 000 pieds, où là, il va rester et se mettre en croisière à 5 000 pieds. La trajectoire proposée par Cap Thio est parfaitement cohérente avec les données d'Inmarsat. Et pourtant, au lieu de se baser sur une vitesse et une altitude constante comme l'a fait Inmarsat, Cap Thio a fait varier l'altitude de l'avion sans toucher à sa vitesse. Donc on s'est dit, ils cherchaient vraiment à atterrir puisqu'ils ont fait tout cet effort pour éviter les collisions, le trafic, la visibilité, c'était que pour atterrir sain et sauf quelque part. Et la destination finale, loin des zones de recherche menées dans l'océan Indien, Christmas Island. Une toute petite île appartenant à l'Australie. Alors il y a une question d'ailleurs, pourquoi ils ne sont pas allés tout droit? Pourquoi de Kuala Lumpur ils ne sont pas allés à Christmas Island? Là aussi on a la réponse. Parce que Christmas Island, quand on regarde les horaires des compagnies aériennes qui y vont, ils y vont dans la journée. On ne se pose pas à Christmas Island de nuit. Donc ils voulaient arriver de jour. Et s'ils avaient voulu passer au travers de l'Indonésie, ils ne seraient pas allés loin. Effectivement, l'armée de l'air indonésienne, très sensible en matière d'espace aérien, aurait probablement tenté d'intercepter, voire même d'abattre l'appareil inconnu. D'ailleurs, depuis le 11 septembre 2001, la plupart des gouvernements n'auraient sans doute pas hésité à intervenir de la sorte. Donc ils ont fait le tour pour arriver à l'aube, au petit matin, à Christmas Island. Mais un détail manquait aux pirates de l'air. Un détail de surconsommation du moteur droit du Boeing. C'est que non seulement la surconsommation, c'est que c'est très difficile d'estimer la consommation de carburant à basse altitude. Car en faisant varier l'altitude, mais en gardant une vitesse constante, les moteurs de l'avion ont inévitablement consommé davantage de kérosène. Les pirates ne seraient plus qu'à 180 km de leur but et les réservoirs presque à sec. Ils étaient en gros à une centaine de nautiques au sud-est de Christmas Island pour s'aligner, pour attaquer l'approche de la piste qui est en pente. Donc il vaut mieux l'attaquer par le sud. L'avion tournait et il indique, d'après les données Inmarsat, qu'il était plein nord, donc il était dans son virage. Et on pense qu'il était donc avec un assez grand angle de roulis, ce qui fait que le réservoir droit est probablement s'est vidé. Le moteur droit se serait arrêté. Pour compenser, le moteur gauche aurait alors poussé au maximum, consommant ainsi ses dernières gouttes de kérosène. Le SATCOM aurait alors émis un ping de déconnexion. C'est le 6e et avant-dernier ping. Évidemment, il concorde parfaitement avec les données d'Inmarsat. À ce moment-là, le système de secours se serait enclenché et aurait redonné du courant électrique aux organes vitaux de l'appareil, dont le SATCOM, qui aurait alors émis un 7e et dernier ping de reboot. Sans moteur, le sort de l'appareil aurait été évidemment scellé et la course se serait terminée par un amérissage forcé. Pour nous, le point d'impact est estimé à 12 degrés sud, 107 degrés est. Et selon Cap Thio, c'est là que serait l'épave du MH370.
Au vu de la faible altitude à laquelle aurait volé l'appareil, cette zone de recherche est beaucoup plus petite que les 120 000 km² des Australiens. En gros, c'est un carré de 40 nautiques par 40 nautiques. Soit 5500 km². Selon Captio, l'appareil aurait pu tenter un amérissage. Donc en gros, il a dû se casser en 3 morceaux, tomber au fond de l'eau, quelques petits débris qui ont été arrachés à la fin. Et qui seraient partis à la dérive, comme le flaperon retrouvé sur l'île de la Réunion. Pour valider leur théorie, les spécialistes de Captio ont dû mener des études de dérive en prenant en compte l'ensemble des conditions météo réelles de l'époque, et cela les a bien conduits vers la zone de Christmas Island. Ils ont ensuite étudié les crustacés et puis finalement la déformation structurelle du flaperon qui expliquerait un amérissage. Là encore, tout concorde avec leur hypothèse. Mais une question subsiste, pourquoi Christmas Island? Notre raisonnement, c'est que si on veut faire un échange d'otages, on le fait dans un pays démocratique. Et Christmas Island appartient à l'Australie, le pays le plus démocratique de la région. Un endroit qui pourrait sembler idéal pour un échange d'otages. Alors maintenant, quels otages? Pour quelles raisons? On ne peut pas savoir. Mais on n'a pas cherché à savoir et on ne veut pas aller plus loin. En effet, Captio se considère professionnel en aéronautique, mais pas en géopolitique. Aucune revendication n'a officiellement été faite. Il est impensable d'imaginer un détournement sans revendication. Qui aurait pu vouloir s'en prendre à un avion dont la majorité des passagers est chinoise? Seule la Chine pourrait répondre à cette question. Mais une chose est sûre, la Malaisie n'a pas retenu cette possibilité. Le groupe Captio a présenté sa théorie en octobre 2018 devant le Royal Aeronautical Society. Les spécialistes présents ont tous souligné la qualité et la rigueur de ce travail. Cette théorie relancera-t-elle les recherches pour retrouver l'épave du MH370? L'avenir nous le dira peut-être bientôt. Est-ce que l'on nous aurait menti? Peut-être. En tout cas, beaucoup de zones d'ombre demeurent. Qu'en est-il de la présence d'une cargaison dangereuse à bord de l'avion? Que penser des radars militaires malaisiens qui arrivent juste au bon moment? Blaine Gibson est-il un témoin fiable? Aujourd'hui, 2 hypothèses subsistent encore. Un détournement sans revendication, c'est la version officielle. Ou alors, une bavure militaire dans la mer de Chine. Curieusement, de son côté, la Chine, qui avait 154 ressortissants à bord de l'appareil, n'a jamais fait mention d'une enquête qu'elle aurait menée. Face à l'inaction des pays concernés, l'épilogue de ce drame ne dépend plus aujourd'hui que de l'enquête que continue de mener la justice française. L'autre chose qu'on peut attendre, c'est comme je suis persuadé qu'on sait, que des gens savent ce qui s'est passé, c'est qu'un jour quelqu'un nous donne des vraies informations. Quelqu'un qui part à la retraite, quelqu'un qui a des remords, quelqu'un qui veut parler pour une raison ou pour une autre. Donc ça peut arriver. Aujourd'hui, après 5 ans de cauchemar, Ghislain Vatrelos n'a toujours pas obtenu d'explication tangible sur ce qui est arrivé à sa femme, à ses 2 enfants et à la fiancée de son fils. Alors, pour continuer à vivre, il s'est forgé sa propre vérité. Moi, je crois que le plus probable, c'est que l'avion soit tombé tout de suite. Bon, c'est la théorie que je préfère aussi parce que je dis que ma famille n'a pas souffert.